En Guinée, les résultats des élections locales du 4 février sont connus. Le parti du président guinéen Alpha Condé, le RPG, a gagné le devant le principal parti de l'opposition, l'UFDG de Cellou Dalein Diallo. Au Nigeria, des combattants de Boko Haram ont ravivé cette semaine la menace d'un kidnapping de masse, comme celui des lycéennes de Chibok en 2014. C'était après l'attaque d'une école de filles dans le nord-est du pays. Les Zimbabwéens ont marqué mercredi le 14e anniversaire de l'ancien président Robert Mugabe en observant une journée fériée. Il s'agit de son tout premier depuis sa démission. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette information sur Sika. Les résultats des élections locales du 4 février en Guinée sont connus. Le parti du président Alpha Condé, le RPG, a gagné devant le principal parti de l'opposition, l'UFDG, dirigé par le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Reportage. Âprement disputées par le RPG et l'UFDG, les élections locales en Guinée ont été, en fin de compte, remportées par le parti au pouvoir, celui du président Alpha Condé. Cependant, un hic. La capitale Conakry, selon les résultats quasi définitifs disponibles mercredi, a été raflée par le principal parti de l'opposition. Si à l'échelle nationale, le Rassemblement du peuple guinéen d'Alpha Condé domine, il est devancé dans la capitale qui compte près du quart de la population du pays. Sur les 5 communes de Conakry, le parti d'opposition UFDG remporte 69 sièges contre 57 mandats pour le RPG, 23 pour l'UFR et 20 pour les candidats indépendants. Ce sont les chiffres de la Commission électorale indépendante nationale qui a mis plus de 2 semaines pour publier ses résultats. Ces élections locales étaient les premières depuis la fin des régimes autoritaires qui ont dirigé le pays pendant plus de 50 ans. Toutefois, il faut noter que ce scrutin local s'est tenu avec 8 ans de retard sur le calendrier institutionnel. Le représentant spécial de la mission de l'Union africaine au Mali et dans le Sahel indique que malgré la situation sécuritaire difficile dans ce pays, les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Pierre Buyoya s'est aussi prononcé sur le processus de paix en cours au Mali. C'était lors d'une conférence de presse à Bamako. Le point avec Alima Beltouré, notre correspondante sur place. Le Mali se prépare à aller à des élections générales en 2018. Des élections qui interviennent dans un contexte sécuritaire difficile, caractérisé par des attaques au quotidien de la part des groupes terroristes qui ont entraîné de nombreux morts. Malgré ce contexte sécuritaire difficile, l'Union africaine, par la voix de son représentant au Mali et au Sahel, estime que les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels. Ces élections, il faut qu'elles aient lieu, parce que l'alternative est beaucoup plus compliquée. Alors, est-ce qu'on peut organiser des élections libres et transparentes malgré cela? Oui, parce que malgré tout, il y a une bonne partie du Mali. Rien n'empêche d'organiser des élections libres et transparentes. Selon Pierre Buyoya, lui est préoccupé par la dégradation de la situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel. C'est pourquoi l'Union a fortement appuyé la création de la force conjointe du G5 Sahel. Elle continuera à appuyer le processus de paix en cours dans toutes ses formes. On continuera d'apporter notre soutien politique et technique à la force conjointe du G5 Sahel. Donc concrètement, hormis le plaidoyer de haut niveau mené pour le financement intégral et pérenne du budget de cette force conjointe, notre mission, donc l'Union africaine mettra à la disposition de cette force une équipe d'experts militaires au siège de l'état-major de la force conjointe à Sévaré, ainsi qu'une mission d'experts financiers au siège du secrétariat permanent du G5 Sahel pour apporter l'expertise de l'Union africaine en matière de gestion de trust fund.
Pierre Buyoya précise que l'année 2018 est une année de réforme à l'Union africaine. L'Union panafricaine verra comment apporter des moyens autonomes pour son fonctionnement. Il s'agira, dit-il, de revoir les structures et les priorités de l'Union. Au Niger, le torchon brûle entre l'Union des étudiants de l'Université de Niamey et la section du syndicat des enseignants-chercheurs et supérieurs de Niamey. Les enseignants observent une grève illimitée depuis lundi. Ils exigent la dissolution de la commission de sécurité des étudiants ainsi que l'exclusion des étudiants qui auraient agressé un enseignant. L'Union des scolaires nigériens s'insurge pour sa part contre l'attitude du syndicat des enseignants-chercheurs. Voici la réaction du secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. L'USN a aidé les SNEX à exister. C'était notre chère organisation et pleine d'histoire qui avait permis aux SNEX d'exister. L'USN avait amené la démocratie dans ces pays et permis aux SNEX de lancer un mot et avoir la liberté d'expression. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, les SNEX évidemment ne comprennent pas. C'est que s'attaquer à notre organisation, s'attaquer à la CASO, c'est s'attaquer aux sections de l'USN, c'est s'attaquer au comité directeur et c'est s'attaquer à la souveraineté de notre organisation. Ce n'est pas un cadeau. L'USN n'a pas négocié son existence. L'USN n'a pas négocié sa force. L'USN a arraché son existence. L'USN a arraché sa reconnaissance juridique. Et l'USN est toujours sur les mêmes pieds pour affirmer sa souveraineté et sa force vis-à-vis de n'importe quel prédateur qui veut aujourd'hui la genouiller. Aujourd'hui, la question que l'opinion nationale et internationale doit se poser, et au-delà que les SNEX doivent se poser, c'est qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur gagne quand un étudiant, fils du pauvre, qui est peut-être même l'espoir de sa famille, se voit de manière définitive exclu de l'université. Vous voyez combien de fois encore les SNEX se rabaissent, se mettent trop bas pour demander évidemment des questions purement inhumaines. Parce qu'aujourd'hui, exclure un camarade qui peut-être c'est l'espoir même de sa famille, c'est des questions inhumaines et c'est des questions qui mettent en pays le retard. Au Nigeria, des combattants de Boko Haram ont ravivé cette semaine la menace d'un kidnapping de masse comme celui des lycéennes de Chibok en 2014. C'était après l'attaque d'une école de filles dans le nord-est du pays, perpétrée par des dizaines d'insurgés du groupe djihadiste. Plus de précisions à travers cet élément. Des dizaines d'insurgés du groupe djihadiste Boko Haram ont mené lundi un assaut sur le village de Dapchi dans l'état de Yobe, tirant en l'air et faisant exploser des grenades. Les élèves et les professeurs de la Girl Science Secondary School se sont enfuis dans la brousse, craignant d'être kidnappés par les combattants, comme ce fut le cas il y a 4 ans pour les lycéennes de Chibok dans l'état voisin de Borno. 2 jours après l'attaque, plusieurs dizaines d'élèves du lycée de Dapchi ne sont toujours pas rentrés. Boko Haram a kidnappé des milliers de personnes, dont des femmes et des enfants, depuis le début de l'insurrection islamiste en 2009. Mais c'est l'enlèvement de 276 lycéennes de Chibok qui a déclenché une vague d'indignation mondiale, donnant au groupe une tragique notoriété sur la scène internationale. L'attaque de cette école de filles dans le nord-est du Nigeria par des combattants de Boko Haram lourdement armés vient raviver la menace d'un kidnapping de masse comme celui des lycéennes de Chibok. Alors que se célébrait mercredi la journée des forces armées de Kimberley en Afrique du Sud, 5 policiers et un soldat ont été tués par un gang armé. C'était lors de l'attaque d'un commissariat de police dans une petite ville du sud-est de l'Afrique du Sud. Le président du sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage aux forces armées. À l'occasion donc de cette célébration, au moins 57 policiers ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions entre avril 2016 et mars 2016. Selon donc des statistiques. Reportage. Ce jour est devenu un jour qui nous permet de nous souvenir de toutes celles et tous ceux qui ont payé le prix ultime pour défendre la liberté, la paix et la justice. Cette année, les célébrations de la Journée des Forces armées revêtent une signification profonde et particulière pour notre nation. Ils se produisent à un moment où nos forces de défense ont une fois de plus démontré les racines profondes de notre régime constitutionnel.
Elles sont d'autant plus importantes qu'elles ont lieu une année où l'Afrique du Sud commémore l'année de notre icône et de notre premier commandant en chef, Nelson Mandela. En ce jour historique et propice, je vous souhaite à tous, hommes et femmes en uniforme, je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie encore une fois pour votre loyauté, votre patriotisme envers notre pays et, plus important encore, pour votre service inconditionnel et indéfectible au peuple de la République d'Afrique du Sud. Service to the people of the Republic of South Africa. Les Zimbabwéens ont marqué mercredi le 14e anniversaire de l'ancien président Robert Mugabe en observant une journée fériée. Il s'agit de son tout premier depuis sa démission. L'ancien chef d'État l'a célébré aussi dans l'intimité sans les gâteaux extravagants et discours en censeur typiques qui avaient caractérisé ses 37 ans de règne. Reportage. Changement d'ambiance cette année. Robert Mugabe souffle ses 94 bougies dans l'intimité quelques mois après sa démission forcée en novembre à la suite d'un coup de force des militaires. Lorsqu'il était encore au pouvoir, Robert Mugabe avait l'habitude de prononcer à cette occasion un long discours devant des milliers de personnes. Un imposant gâteau que plusieurs personnes devaient porter sur la table du banquet était généralement le clou du spectacle. Aucun des ministères qui d'habitude faisait cas de cet anniversaire ne l'a évoqué publiquement. Ambassadeurs et chefs d'État sont également restés silencieux. Mais c'est la première année que les Zimbabwéens observent un jour férié à l'occasion de l'anniversaire de leur ancien président. Mercredi, les services publics et les écoles sont restés fermés à l'occasion de cette journée nationale dite de la jeunesse Robert Mugabe. L'instauration de ce nouveau jour férié avait été annoncée en août par le gouvernement de Robert Mugabe, mais elle n'avait été officialisée que quelques jours après la prestation de serment du nouveau président Emmerson Mnangagwa en novembre dernier. Au Tchad, la journée de mercredi a été décrétée journée sans presse sur l'ensemble du territoire tchadien, un mouvement à l'appel de l'Union des journalistes du Tchad en collaboration avec plusieurs organes de presse. L'objectif est de dénoncer les agressions que subissent les journalistes dans ce pays. Reportage. La journée sans presse s'est faite ressentie mercredi au Tchad. Notamment, les rues de la capitale N'Djamena sont restées sans vendeurs de journaux. Les radios privées installées dans la capitale tchadienne sont aussi restées silencieuses, ainsi que les radios privées dans les régions méridionales du pays. Au Tchad, les reporters sont régulièrement arrêtés après la publication de certains articles. La plupart d'entre eux sont libérés assez rapidement et comparaissent libres. Mais quelques-uns ont subi de mauvais traitements en prison, à en croire l'ONG Reporters sans frontières. Le blogueur Tajeddine Mohamed Babouri est détenu depuis 15 mois pour avoir critiqué le régime sur les réseaux sociaux. Un comité d'action a été créé en janvier pour sa libération. Le Tchad était en 2017 classé 121e sur 180 dans le classement de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur SICA et ses différents sites. Agréable journée à chacun et à tous. Au revoir.